J'aurais dû écouter mon instinct et rester à la maison. Mais c'était la veille de Noël, et la culpabilité a le don de se déguiser en tradition. Je n'arrêtais pas de me dire, peut-être, juste peut-être, que cette année sera différente. Peut-être que ma mère sourira en voyant les enfants. Peut-être qu'elle dira quelque chose de gentil. Peut-être qu'elle ne trouvera pas un moyen de tout gâcher comme elle le fait toujours. Je me disais que c'était pour Ava et Mason, pas pour moi. Nous sommes arrivés devant chez elle vers 18h. Les lumières étaient allumées. L'allée était pleine, le pick-up de son nouveau mari, le SUV beige de ma tante, une voiture que je ne reconnaissais pas. Probablement l'un de mes cousins accompagnant la personne qu'il fréquentait ce mois-ci. J'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine, mais j'ai passé outre. Ava avait travaillé sur son cadeau toute la semaine. Elle avait utilisé une petite boîte en carton, collé des paillettes et des autocollants partout, et écrit « Mamie » sur le dessus avec un feutre violet. À l'intérieur, elle avait glissé un bracelet en perles qu'elle avait fabriqué et un mot plié qui disait simplement « Je t'aime » avec un smiley. Elle m'avait demandé de l'aider à l'emballer la veille. Elle avait même choisi le papier cadeau, des bonhommes de neige jouant de la guitare. Je l'ai laissé faire. Je ne pensais pas que cela importait. J'aurais dû savoir que si. Mason n'avait pas apporté de cadeau. Il n'a pas dit grand-chose du tout. À 12 ans, il a déjà appris que le silence est plus sûr dans cette maison, mais il observait. Il observe toujours. Le dîner fut gênant dès l'instant où nous avons franchi le seuil. Ma mère m'a serré brièvement dans ses bras comme si elle touchait quelque chose de froid. Elle a dit à Mason qu'il grandissait, puis s'est tournée vers Ava pour lui demander pourquoi elle portait une couleur aussi voyante. Je suis restée silencieuse. Ava a juste baissé les yeux sur son pull rouge. Nous avons mangé du jambon, des pommes de terre gratinées et des haricots verts. Ma mère se vantait d'un voyage qu'elle et Jim prévoyaient. Ma tante parlait plus fort qu'elle, comme d'habitude. Un cousin a montré sa nouvelle montre à tout le monde. Les enfants restaient pour la plupart silencieux. Je surveillais Ava de l'autre côté de la table, m'assurant qu'elle allait bien. Elle était nerveuse, serrant sa petite boîte sur ses genoux. Après le dîner, alors que tout le monde prenait le café et le vin, Ava s'est levée et est allée vers ma mère. Elle lui a tendu le cadeau à deux mains avec un sourire à fendre l'âme. Ma mère l'a regardé, à peine touché le papier, et l'a ouvert comme s'il s'agissait d'un mouchoir usagé. Elle a soulevé la boîte, l'a ouverte, a regardé à l'intérieur. Puis elle a ri une fois, d'un rire court et méchant, et a dit assez fort pour que chaque personne dans la pièce entende « Je n'accepte pas les cadeaux de l'enfant d'un raté. » Je ne me souviens pas m'être levé. Je ne me souviens pas si j'ai eu le souffle coupé, si je me suis figé ou si mon cœur s'est arrêté. Tout ce dont je me souviens, c'est d'Ava. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit un mot. Elle a cligné des yeux 2 fois et a continué à tendre la boîte, comme si peut-être mamie allait changer d'avis, comme si peut-être elle n'avait pas bien entendu. C'est là que Mason s'est levé. Il a contourné la table lentement, sans regarder personne. Il a ramassé la boîte à bijoux là où ma mère l'avait posée comme une ordure. Puis il l'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est pour ça que papa t'a quitté. » C'était comme si quelqu'un avait coupé le son dans la pièce. Tout le monde s'est figé. Même la petite amie du cousin, qui n'avait pas dit un mot de la soirée, a levé les yeux de son téléphone. Personne n'a rien dit. Personne ne savait quoi dire. Mason n'a pas attendu de réponse. Il s'est tourné vers Ava, lui a tendu la boîte et lui a dit qu'elle était parfaite. Puis il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Aussitôt, j'ai suivi. Ava a suivi. J'avais mon manteau à moitié enfilé quand j'ai vu le mari de ma mère debout dans le couloir, observant simplement, sans rien dire. Juste observant. Nous n'avons pas dit au revoir. Nous n'avons pas emporté de dessert. Nous ne leur devions rien. Dans la voiture, Ava tenait la boîte sur ses genoux comme un objet sacré. Mason fixait la fenêtre. Après environ 5 minutes, il a dit doucement « Elle ne changera jamais ». Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste conduit. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service sur le chemin du retour et avons acheté des chocolats chauds dans des gobelets en polystyrène. Ils ont ri de quelque chose que le caissier a dit, et pendant 1 minute, tout a semblé redevenir normal. Mais la vérité était que j'avais senti quelque chose basculer cette nuit-là, quelque chose de permanent. Et dès la veille du Nouvel An, j'avais pris une décision. Après ce qui s'était passé le soir de Noël, je n'ai pas répondu à ses appels. Ni le lendemain,
ni le surlendemain. Le 27, elle a envoyé un SMS, ne sois pas dramatique. C'était une blague. Les enfants sont trop sensibles de nos jours. C'était tout ce qu'elle avait écrit, comme si traiter ma fille d'enfant de raté devant une table pleine de monde était quelque chose qui pouvait être balayé d'un demi-sourire et d'une défense consistant à blâmer l'enfant. Pas d'excuses, aucune mention d'Ava, juste des faux fuyants comme toujours. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé le message, je l'ai laissé me peser sur l'estomac comme quelque chose de pourri, puis j'ai bloqué le numéro. Mason m'a vu faire. Il n'a rien dit, mais je pense qu'il a ressenti le changement lui aussi. À l'approche du réveillon du Nouvel An, j'ai réalisé que je n'avais aucune envie de le passer près de ce côté-là de la famille. Pour la première fois depuis que j'avais quitté mon ex, je ne voulais pas sauver les apparences. Je ne voulais pas habiller les enfants et faire semblant de sourire pendant que ma mère démantelait tranquillement le peu de paix qu'il nous restait. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai appelé mon père. C'était bizarre au début, de l'appeler comme si j'avais encore 15 ans et besoin qu'on vienne me chercher à une fête. Mais quand il a décroché et entendu ma voix, il n'a pas hésité. J'ai demandé si les enfants et moi pouvions passer le réveillon chez lui. Il a dit qu'il devait vérifier avec Dana, sa femme, puis a ricané. Je plaisante, a-t-il dit. Bien sûr que vous pouvez. Nous sommes allés chez lui le lendemain, à environ 2 heures de route vers l'ouest. Je n'y étais pas allé depuis plus d'1 an. La dernière fois que j'avais rendu visite, Dana avait fait des lasagnes et appris à Ava comment tresser des poupées en laine. Mason s'en souvenait. Il a demandé si elle avait toujours cette vieille machine à pop-corn. Dès notre arrivée, ce fut comme entrer dans une réalité complètement différente. Dana avait préparé du chili et du pain de maïs. Il y avait des guirlandes lumineuses au plafond et une petite table de bricolage installée pour Ava. Mason a pu aider mon père avec le bois de chauffage, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il avait l'air détendu, comme s'il pouvait enfin respirer. Le soir du Nouvel An, Dana a apporté un plateau de petits verres remplis de cidre pétillant. Elle a même mis des cerises au marasquin dans chacun d'eux et les a appelés « cocktail chic pour enfants ». Mon père a fait un barbecue dehors dans le froid glacial juste pour dire qu'il l'avait fait. Nous avons joué aux charades, regardé quelque chose de ridicule à la télé. Et à minuit, Dana a distribué des casseroles et des cuillères en bois, en disant aux enfants que c'était une tradition familiale de faire autant de bruit que possible. Ils ont adoré. Mason a frappé sur une casserole comme si elle lui devait de l'argent. Ava a crié si fort que le chien du voisin a aboyé. Nous rions, sincèrement, et je ne pense pas avoir réalisé depuis combien de temps cela ne nous était pas arrivé. Juste rire sans que cela soit suivi d'un commentaire désobligeant pour gâcher le moment. Après avoir couché les enfants, mon père s'est assis à côté de moi sur le canapé. Il a dit doucement, « Je suis désolé pour toutes ces années où je n'ai pas vu ce qu'elle te faisait subir. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Cette seule phrase comptait plus que toutes les fêtes forcées que j'avais passées à prétendre que tout allait bien. Sur le chemin du retour, Mason a dit que c'était le meilleur Nouvel An de sa vie. Ava était d'accord, portant toujours la couronne en papier que Dana lui avait donnée. Pendant une minute, j'ai pensé que le pire était peut-être passé. Mais le 2 janvier, la véritable tempête a commencé. Un message est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Alors maintenant, tu cours chez ton papa quand maman ne t'applaudit pas assez fort. » C'est du joli. C'était ma mère. Aucun doute là-dessus. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué ce numéro aussi, mais elle n'en avait pas fini. Ma tante a appelé plus tard ce jour-là, la voix pleine d'une fausse inquiétude. Elle a dit des choses comme « Ta mère est vraiment blessée. » Et elle ne le pensait pas dans ce sens-là. Puis elle a dit quelque chose qui a scellé les choses, « Tu sais comment elle est. Tu devrais y être habitué maintenant. » Cette phrase, « habitué », comme si cela rendait les choses acceptables. Cette semaine-là, j'ai commencé à couper les ponts, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Pendant des années, j'avais aidé ma mère, courses, factures de téléphone portable, loyer quand elle était à court. Je le faisais par culpabilité, par habitude. Elle ne m'a jamais remercié. Elle agissait comme si cela lui était dû. Mais après ce qu'elle a fait à Ava, je ne pouvais plus supporter qu'un seul centime aille à quelqu'un qui avait si peu de bonté pour sa propre petite fille. Alors j'ai arrêté. Elle l'a remarqué rapidement. Les messages sont devenus froids, puis furieux. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Et curieusement, Jim,
son mari, n'a pas cherché à me joindre. Il n'a pas crié ni essayé de me faire culpabiliser. Il n'a pas pris son parti. En fait, environ 2 semaines plus tard, il a fait ce que personne d'autre n'a fait. Il m'a appelé, et ce qu'il a dit a tout changé. Quand le nom de Jim s'est affiché sur mon téléphone, j'ai failli ne pas répondre. Il était tard, les enfants étaient couchés, et j'étais en train de plier une montagne de linge. J'ai fixé l'écran comme s'il s'agissait d'un piège. Il ne m'avait jamais appelé auparavant, pas même une fois. En 6 ans de mariage avec ma mère, nous avions échangé peut-être 20 mots au total, généralement pour savoir où poser les plats ou si Mason aimait le football. Il a rappelé 2 minutes plus tard. J'ai répondu. Il y a eu ce long silence au début, juste de l'air entre nous. Puis il a fini par dire qu'il était désolé. Pas en son nom à elle. Il ne parlait pas pour elle. Il a dit qu'il s'excusait de n'avoir rien dit à table ce soir-là. Il a dit qu'il avait vu le visage d'Ava et que cela l'avait marqué. Il a dit qu'il se réveillait la nuit en pensant à ce moment, à la façon dont elle était restée là. J'attendais le piège, le moment où il me demanderait de laisser tomber, d'amener les enfants pour essayer de faire la paix pour le bien de la famille. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a dit qu'elle était allée trop loin et que j'aurais dû l'arrêter. Il l'a répété plus lentement, comme s'il pensait chaque mot. C'était la première fois que quelqu'un de ce côté de la famille le reconnaissait à voix haute. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai juste dit qu'Ava allait bien et que Mason était toujours en colère. Il a dit qu'il ne lui en voulait pas. Puis il a dit quelque chose d'étrange, quelque chose qui m'est resté, je ne suis pas toujours d'accord avec la façon dont elle traite les gens, mais j'ai pris l'habitude de me taire. Cette phrase a eu l'effet d'un choc. Elle expliquait plus qu'il ne le pensait probablement. Nous avons mis fin à l'appel peu après. C'était poli, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose se dénouait aussi dans son monde à lui, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Après cela, j'ai commencé à recevoir des nouvelles de lui occasionnellement. Pas souvent, juste de courts messages demandant comment allaient les enfants, si Ava aimait les livres ou les puzzles, si Mason avait un sport préféré. Rien d'insistant, aucune pression. C'était étrange au début, mais pas importun. Il était le seul de ce côté-là à ne pas avoir traité l'anniversaire d'Ava comme s'il n'existait pas. Le 17 janvier est arrivé, son 7e anniversaire. Nous avons fait une fête, juste nous 3. J'ai fait des cupcakes avec un glaçage arc-en-ciel et je l'ai laissé décorer la cuisine avec des cœurs et des étoiles en papier crépon. Mason lui a donné une carte faite main qui disait « Tu es la meilleure sœur du monde » en énormes lettres capitales. Nous avons ri. Nous avons dansé. Nous avons passé sa musique préférée, mais je la voyais jeter des coups d'œil fréquents vers la porte d'entrée. Vers midi, elle m'a finalement demandé doucement si peut-être mamie s'était trompée de date. Je lui ai dit que non. Elle a demandé si mamie était malade. J'ai dit non à nouveau. Elle n'a plus rien demandé après cela, elle s'est juste assise par terre et a commencé à ouvrir ses cadeaux calmement, avec précaution. Mason la regardait tout le temps, la mâchoire serrée. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, j'ai pleuré dans la buanderie. Pas pour moi, pour elle. Pour la façon dont elle continuait à chercher une raison de croire que ce n'était pas intentionnel. 2 jours plus tard, Nicole, ma cousine, m'a envoyé un message, ta mère a dit à tante Sandra qu'elle avait séché l'anniversaire d'Ava pour te donner une leçon. Elle a dit, Tracy veut me couper les vivres. Très bien, voyons comment elle s'en sort sans moi. J'ai fixé le message pendant un long moment. Ce n'était pas surprenant, pas vraiment. Mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, le voir écrit ainsi, le rendait réel d'une nouvelle manière. Elle avait puni une enfant de 7 ans pour m'atteindre. C'est là que j'ai décidé que c'était fini pour de bon. Plus de chance. Plus d'explications aux enfants. Plus de culpabilité à dire non. 3 jours plus tard, Jim s'est présenté à notre porte. Il n'avait pas envoyé de SMS ni appelé avant. Il a juste frappé, tenant un petit sac cadeau et une carte. Ava a répondu. Elle a cligné des yeux de surprise et m'a regardé. J'ai fait un signe de tête. Il est entré juste un peu, a dit « Joyeux anniversaire » et lui a tendu le sac. À l'intérieur se trouvait une licorne en peluche avec des sabots pailletés et une carte qui disait « Pour Ava de la part de Jim, parce que tu comptes ». Elle l'a serré contre elle, a dit « Merci », puis est resté là à la tenir comme si c'était la seule chose qui la rattachait au sol. Jim n'est pas resté. Il a dit qu'il ne voulait pas causer de problème,
qu'il voulait juste qu'elle sache que quelqu'un s'était souvenu. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'est arrêté sur le pas de la porte. Cela te dérangerait-il si je passais un jour juste pour parler? J'ai dit peut-être. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Peut-être qu'il avait juste besoin de vider son sac, comme un homme voyant enfin clair à travers le brouillard. Je n'avais aucune idée de ce qu'il prévoyait réellement de me dire. Et quand il l'a fait, cela a tout changé. Jim a d'abord envoyé un SMS pour demander si nous pouvions parler. Il a dit qu'il ne voulait pas entrer si cela créait un malaise. Il voulait juste quelques minutes. J'ai dit d'accord. Je ne me sentais pas menacé par lui. Il avait toujours été effacé, oubliable d'une certaine manière tranquille, et jusqu'à récemment, totalement passif. Les enfants étaient chez leur cousin pour une soirée pyjama, j'ai donc pensé que c'était le bon moment pour clarifier les choses. Il est arrivé portant une veste trop fine pour le froid, tenant un café dans un gobelet de station-service. Il avait l'air nerveux. Je l'ai laissé entrer et je me suis assise à la table de la cuisine. Je suis resté décontracté, je ne lui ai pas offert de café, je n'ai pas demandé comment il allait. Il s'est assis, puis est resté silencieux, regardant autour de la cuisine comme s'il la voyait pour la première fois. J'ai attendu, puis il a commencé à parler. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il m'a dit que les choses entre lui et ma mère s'aggravaient depuis un moment. Que le soir où nous étions partis la veille de Noël, elle ne lui avait pas adressé la parole pendant presque 48 heures. Elle lui reprochait de m'avoir laissé l'humilier. Elle l'accusait d'être trop mou. Et quand il avait suggéré qu'elle s'excuse auprès d'Ava, elle avait explosé, disant que j'élevais ma fille pour qu'elle soit faible. Que les filles comme ça deviennent des problèmes en grandissant. Sa voix s'est brisée un peu quand il a répété cette partie. Je le croyais. Je pouvais l'imaginer dire cela. Il a dit qu'il savait que quelque chose n'allait pas depuis des années, mais qu'il s'était convaincu que c'était juste sa façon d'être. Mais la veille de Noël l'avait ébranlé, et le fait de me voir partir avec les deux enfants sans crier, sans perdre mon sang-froid, il a dit que cela lui avait fait quelque chose. Je pensais comprendre ce qu'il voulait dire, que peut-être il réalisait que la relation dans laquelle il se trouvait n'était pas ce qu'il voulait peut-être partir. Je supposais qu'il essayait de jeter un pont pour dire qu'il ne voulait plus être son complice. Je pensais que c'était une question de culpabilité. Ce n'était pas le cas. Ce qu'il a dit ensuite m'a prise totalement au dépourvu. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Je pense que je t'admire plus que je ne l'ai jamais admiré. Et parfois, je me demande ce qu'aurait été la vie si j'avais fini avec quelqu'un comme toi. » J'ai cligné des yeux. Au début, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il n'a pas hésité. Tu es forte. Tu t'occupes de tes enfants sans compter sur personne. Tu ne laisses pas les gens te marcher dessus, même quand cela te coûte tout. C'est rare. J'ai senti tout mon corps se tendre. Il a continué trop vite, disant qu'il savait que ça semblait fou, mais qu'il ne s'était jamais senti vu dans son mariage. Que ma mère le faisait se sentir petit. Et qu'être près de moi, voir comment j'éduque mes enfants, comment je gère les choses, cela lui rappelait qu'il existe des femmes qui n'utilisent pas la cruauté comme une arme. Il a dit qu'il n'attendait rien. Il voulait juste être honnête. Puis il a dit la chose qui m'a donné des frissons, si je t'avais rencontré avant elle, je pense que ma vie aurait été meilleure. Je me suis levé. Il l'a fait aussi immédiatement, a dit qu'il était désolé d'avoir dépassé les bornes, qu'il n'essayait pas de rendre les choses bizarres. Il a promis qu'il n'en reparlerait plus jamais. Je lui ai dit de partir. Il a acquiescé, a dit qu'il comprenait, et est sorti sans un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je suis resté là. Pendant un long moment, j'ai analysé la situation. Cet homme, le mari de ma mère, venait de s'asseoir dans ma cuisine et d'insinuer qu'il aurait aimé être avec moi à la place. Pas de manière vague, il l'avait dit franchement. Et la partie qui me dérangeait le plus était à quel point il semblait sincère, comme si ce n'était pas juste un moment de faiblesse. C'était quelque chose auquel il avait pensé. Je n'ai pas prévenu les enfants. Je n'ai rien dit à personne, mais cette nuit-là, j'ai bloqué son numéro. Je n'avais pas peur de lui, mais je sentais qu'une limite avait été franchie qui ne pouvait plus être effacée. Et quel que soit le lien fragile qui me rattachait encore à ce côté de la famille, même à travers lui, il était officiellement rompu. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père. Je lui ai demandé si sa proposition de venir à Raleigh tenait toujours. Il a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Je lui ai dit que j'étais prête.
Il était temps de recommencer ailleurs, quelque part de propre. Et cette fois, je laissais tout derrière moi. Nous avons déménagé le dernier samedi de février. La journée était froide mais sèche, un de ces rares matins du sud où le ciel pend bas mais ne pleure pas. C'était symbolique, comme si le monde avait déjà épuisé ses larmes et que nous roulions droit vers l'après-coup. J'avais un seul but en tête, faire une coupure nette. Plus de menaces latentes, plus de culpabilité, plus de vérification de mon téléphone en me demandant quel message passif-agressif allait arriver. Je n'ai même pas dit à ma mère que nous partions. Mon père a loué le camion Huol. Dana a préparé des sandwichs dans une glacière. Mason s'est chargé d'organiser les cartons à l'arrière du camion comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il devait résoudre, et Ava a insisté pour emmener ses 5 licornes dans la voiture avec elle, attachées avec une écharpe. Au moment où nous sommes sortis de l'allée, le soleil commençait à se lever. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais aucune envie de voir le quartier, ou la boîte aux lettres, ou les fenêtres qui nous avaient gardés enfermés pendant bien trop longtemps. L'appartement à Raleigh n'était pas immense, mais on s'y sentait respirer. Les murs étaient gris clair, les fenêtres larges, la vue verdoyante même en hiver. Il y avait un parc à quelques pâtés de maisons, une épicerie au bout de la rue et une école où Mason pouvait aller à pied. La première nuit là-bas, nous avons dormi sur des matelas par terre, en mangeant des sandwichs au fromage fondu et en regardant un film sur mon ordinateur portable. Le Wi-Fi n'était même pas encore installé, mais les enfants riaient comme si c'était une séance de camping. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence dans l'appartement ne ressemblait pas à une tension. Il ressemblait à de la paix. Dana est venue le lendemain matin avec des serviettes neuves et un rideau de douche. Mon père a accroché des étagères. Je l'ai surpris plus tard debout dans la chambre d'Ava, fixant le mur où elle avait scotché un dessin de notre petite famille, juste moi, elle, Mason et Papy. Pas de mamie. Il n'a rien dit. Il a juste fait un signe de tête. Mais bien sûr, la paix ne pouvait rester intacte. 3 jours plus tard, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu son nom. Je l'avais bloqué partout ailleurs, SMS, réseaux sociaux, même sur l'application de l'école de Mason parce qu'elle avait une fois envoyé un message à son professeur en se faisant passer pour moi. Mais j'avais oublié l'adresse mail liée aux vieux documents et abonnements. C'était là, brut et direct, tu regretteras d'avoir tourné le dos à ta famille. Pas de « bonjour », pas de « bisous », juste le même message qu'elle utilisait toujours, la peur déguisée en autorité. Je n'ai pas répondu. Je l'ai fixé pendant environ 30 secondes, j'ai fermé mon ordinateur et je suis sorti m'asseoir sur le porche. 2 jours plus tard, un autre mail est arrivé. Une adresse différente. Pas d'objet. Celui-ci disait « Jim m'a dit ce qu'il t'a dit. Ne te flatte pas trop. » Ça a fait l'effet d'un coup de poing. Pas à cause du contenu, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais, il lui avait dit. Je ne savais pas combien il avait confessé. Peut-être lui avait-il tout dit. Peut-être qu'elle le lui avait arraché. Peut-être s'était-il confessé par culpabilité. Ou peut-être l'avait-elle lu sur son visage. Mais quoi qu'il en soit, elle savait. Et sa réponse ne fut pas la colère envers lui. C'était de m'humilier. Il y avait quelque chose de profondément tordu là-dedans. L'homme qu'elle a épousé lui dit qu'il aurait aimé être avec sa fille à la place, et elle s'en sert comme munition contre moi. J'ai bloqué ce mail aussi. J'ai appelé mon père ce soir-là et je lui ai raconté le reste. Il n'a pas dit grand-chose, juste, si jamais elle se présente ici, tu m'appelles en premier. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Elle n'aime pas se salir les mains. Mais une semaine plus tard, je l'ai vu lui. Il se tenait sur le parking de notre nouvel immeuble, appuyé contre une voiture de location argentée. Pas son pick-up, pas son nom sur la plaque. Il n'avait pas envoyé de SMS, ni de mail, ni appelé, il était juste apparu. Je suis resté à la fenêtre de la cuisine et je l'ai observé. Il ne bougeait pas. Il se tenait là comme s'il attendait d'être invité. Mon estomac s'est noué. Mason était dans le salon en train de jouer. Ava était à l'école. Je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé l'horloge. 21 minutes plus tard, il est remonté dans la voiture et est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui après cela. Pas un SMS, pas un mot, rien. Mais cette visite, aussi silencieuse fut-elle, était plus bruyante que n'importe laquelle de ses paroles. Il n'était pas venu pour des excuses. Il n'était pas venu pour parler. Il était juste venu pour me voir.
Ou peut-être juste pour voir si je viendrais à lui. Je ne l'ai pas fait. J'avais déjà pris ma décision il y a des semaines, et j'y tenais fermement. Je n'étais plus quelqu'un vers qui les gens pouvaient revenir. Je n'étais pas une zone de sécurité pour la culpabilité des autres. Cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé les lampadaires s'allumer. Mason est sorti et s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais l'air fatigué. Il m'a juste tendu l'un des biscuits que Dana avait apporté plus tôt et s'est appuyé contre mon épaule. Aucun de nous n'a parlé. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la peur, pas de la tristesse, de la force. Le printemps est arrivé vite à Raleigh. L'air s'est adouci, les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps, et Ava a commencé à laisser ses chaussures sur le porche plutôt qu'à côté de la porte. L'appartement s'est lentement transformé en foyer. Pas d'un coup, mais par petits morceaux, un vase de Dana, une étagère de travers que Mason avait insisté pour construire lui-même, les dessins d'Ava scotchés sur le frigo. La vie que nous avions avant a commencé à ressembler à une histoire que j'avais lue une fois et dont je me souvenais à peine. Je n'ai débloqué personne. Pas ma mère. Pas les tantes ou les cousins qui avaient un jour décidé que, elle ne le pensait pas, était une excuse valable. Pas Jim. Surtout pas Jim. Mais cela ne signifiait pas qu'ils en avaient fini avec moi. En avril, l'école d'Ava a organisé un concert de printemps. Elle chantait un cours solo et s'entraînait depuis des semaines. Elle a demandé si elle pouvait inviter Papy et Dana. J'ai dit oui. Ils sont arrivés tôt, ont apporté des fleurs et ont applaudi comme s'il s'agissait d'un spectacle à Broadway. Ava rayonnait. Alors que nous retournions à la voiture, Mason a tiré ma manche. « Quelqu'un nous observe ?» a-t-il chuchoté. J'ai suivi son regard. Ils étaient garés de l'autre côté de la rue dans une voiture que je ne reconnaissais pas, Jim. La vitre entr'ouverte, des lunettes de soleil, juste assis là. Je n'ai rien dit. J'ai passé mon bras autour d'Ava et j'ai continué à marcher. Je n'avais pas besoin d'un esclandre. Je n'avais pas besoin de lui. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un mail, un nouveau. Encore une adresse différente, il me manque. Laisse-moi juste leur dire bonjour. Je ne causerai pas d'ennui. Tu sais que je ne suis pas comme elle. Je l'ai supprimé sans lire la suite. C'est vers cette époque que j'ai commencé une thérapie, pas pour les enfants, mais pour moi. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentré sur leur protection que je n'avais pas vraiment traité ce que grandir sous son contrôle m'avait fait. J'ai dit au thérapeute des choses que je n'avais dites à personne, sur la façon dont ma mère utilisait l'argent pour me piéger, sur la façon dont elle transformait l'amour en culpabilité, sur le temps que j'avais passé à penser que je lui devais quelque chose simplement parce que j'existais. Le thérapeute m'a demandé ce que je voulais maintenant. J'ai dit la paix. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas de retrouvailles dramatiques ou d'excuses tardives trempées dans l'apitoiement. Je voulais des matins qui ne commençaient pas par de l'appréhension. Je voulais que ma fille grandisse sans jamais se demander s'il était difficile de l'aimer. Je voulais que mon fils garde cette force tranquille sans avoir à porter le poids d'une guerre qu'il n'avait pas commencée. Alors, je suis restée silencieuse. Je n'ai plus jamais répondu à ma mère. Son anniversaire est passé. Le mien aussi. Je n'ai pas envoyé de carte. Je n'ai pas posté de photos de famille. Je n'ai expliqué mon absence à personne. Et lentement, le bruit s'est estompé. Cet été-là, nous sommes allés à la plage pour la première fois depuis des années. Ava a construit un château de sable si grand que les gens s'arrêtaient pour prendre des photos. Mason a enfin souri sans regarder autour de lui d'abord, et je me suis assis sous le soleil, en pensant, c'est à ça que ressemble une vraie vie. Pas parfaite, mais libre. Je ne sais pas où est Jim maintenant. Je m'en fiche. Ma mère raconte probablement aux gens que je suis devenue ingrate, ou mentalement instable, ou froide. C'est très bien. Laisse-la dire. J'ai arrêté de courir après les gens qui ne m'aiment qu'en morceaux. Et si un jour elle frappe à ma porte en espérant une dernière représentation, elle sera accueillie par la seule chose que je n'ai jamais obtenue d'elle, le silence.